Séance donc intitulée Maladie thromboembolique veineuse et cancer, avec une première présentation du docteur Laroche sur la MTEV fait découvrir le cancer. Bien, bonsoir. Donc, alors j'ai pas coécrit ce diaporama avec Pierre-Marie Roy, mais vous verrez que je le cite 2 fois parce qu'il avait fait un truc super. Je lui ai demandé l'autorisation. Donc il a appelé ça « Être ou ne pas être à la recherche d'un cancer occulte ». Je trouvais que c'était très bien. Il faut toujours citer ses sources. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui voulaient se baigner aujourd'hui. Hein. Vous faites attention à la crème solaire, hein. Ça c'est pas bon pour les coraux. Alors plus sérieusement, on a déjà vu cette diapositive, conférence de Trousseau, donc vous savez, vous connaissez, lorsque vous hésitez sur la nature d'une maladie de l'estomac, une gastrite chronique, un ulcère banal ou un cancer, eh bien la phlegmatiale badolins au niveau d'une jambe, c'est vraiment pas bon et on peut affirmer le cancer. Donc on connaît ça depuis 1865, mais c'est toujours d'actualité. Et puis la triade de Virchow, si on la décompose, hein, on voit que l'état d'hypercoagulabilité, c'est le cancer, hein, parce qu'on va voir que le cancer active la thrombose. Les cathéters, les gestes chirurgicaux, le cancer évolutif, c'est les lésions pariétales, les compressions, puis la stase, compression extrinsique, alitement, perte de déambulation. Donc vous voyez que le cancer est intimement lié à tous les facteurs qui déterminent la thrombose veineuse. Cette diapo, tout le monde l'a vu depuis des années, la cellule maligne active les facteurs de la coagulation. Je ne parlais pas de la chimiothérapie, ce n'est pas le sujet, on n'en est pas encore là. Et tout ça fait que ça va initier une thrombose qui peut être une thrombose périphérique, profonde, voire quelquefois superficielle, et puis une embolie pulmonaire. Alors, quelle est l'incidence des thromboses que l'on retrouve en fonction du cancer ? Bon, vous voyez que le cancer de l'ovaire, le cancer au niveau cérébral, le pancréas notamment, les lymphomes, les leucémies sont des grandes pourvoyeuses de maladies thromboemboliques. Alors, quelle est la probabilité du cancer lorsque vous avez une thrombose veineuse profonde ou une embolie pulmonaire idiopathique, c'est-à-dire non provoquée ? Bien, le risque est beaucoup plus grand. De trouver un cancer lorsque c'est idiopathique et moins de risque de trouver un cancer lorsque vous avez des facteurs déclenchants bien identifiés. Voilà. La deuxième chose, c'est le pronostic du cancer, hein, la survie. Elle est divisée par 3 lorsqu'on a un cancer au décours d'une thrombose veineuse profonde. Alors ça, c'est très important, c'est chez qui on va faire le dépistage. On ne peut pas le faire chez tout le monde, parce qu'en plus, il y a des cancers qui évoluent très vite, hein, c'est l'hirondelle. Il y en a qui sont très lents, comme l'escargot. Peut-être ça ne vaut pas le coup d'aller les dépister. Et puis, il y en a d'autres qui sont un peu plus vite, soit la tortue ou le lapin. Alors, les caractéristiques des thromboses veineuses profondes révélatrices du cancer, c'est quelque chose que vous connaissez, c'est pas nouveau. L'association TVP-TVS, surtout sur veine saine, les thromboses veineuses profondes migrantes ou récidivantes, les thromboses à bascule, et puis les thromboses dans les territoires inhabituels, les associations membres supérieurs, membres inférieurs, les thromboses au-delà de 50 ans du membre supérieur, il faut toujours se méfier. Les thromboses distales bilatérales, une étude française avait montré qu'on retrouvait un cancer évolutif dans 45% des cas. L'absence de facteurs déclenchants, on l'a dit, et le cancer est détecté surtout la première année, voire quelquefois dans les 6 mois. Alors l'interrogatoire, c'est toujours important. Tous les patients qui avaient un cancer dans cette série avaient 1 ou 2 anomalies ou points d'appel. Alors par exemple, une fatigue inhabituelle, une perte de poids, etc., une fièvre inexpliquée. Tout ça pour vous dire que c'est pas parce qu'un patient fait une thrombose veineuse profonde sans facteur déclenchant qu'il n'existe pas d'autres signes qui peuvent orienter vers un cancer. Il suffit d'examiner les patients. Alors, la maladie thromboembolique révèle le patient. Donc, le chiffre officiel actuellement, qui est donné par le registre IET, c'est 5% de ces patients. Et je vous conseille, je vous donnerai les liens de ce site. Donc, ça, c'est tous les patients qui ont fait une thrombose veineuse profonde chez lesquels on a trouvé un cancer. Donc, c'est intéressant sur le registre IET, c'est que vous pouvez jouer sur le sexe, l'âge, il y a des tranches d'âge, et puis sur les facteurs de risque. Là, vous voyez qu'on a une prévalence de 4,30
36% de cancer sur tous les patients qui étaient dans le contexte qui nous intéresse aujourd'hui. Et si je n'ai mis pas de sexe, pas d'âge, donc c'est la population totale, et il y a le poumon, cancer du côlon et hématologique. Et là, si je modifie les choses, vous voyez que si je m'adresse aux hommes, entre 61 et 80 ans, on va trouver plutôt le poumon, la prostate, le côlon. Et puis, si je m'adresse à des hommes qui ont supérieur à 80%, la prévalence sera déjà plus importante, ce qui est normal. Et vous voyez que c'est le cancer du côlon qui reprend en tête. Donc, toutes ces courbes, vous pouvez les utiliser et trouver ce que vous voulez. Si je prends la femme, là, entre 61 et 80 ans, on trouve des chiffres de 4,63% de cancer. Alors, la MTEV sans facteur déclenchant, la recherche d'un cancer, vous savez que dans la littérature, il y a deux options. La première, ce qui a été étudié, un bilan exhaustif, en allant même jusqu'au TEP scan, et puis d'un autre côté, un bilan réduit, clinique, écho-abdominopelvienne, actualisation des dépistages du cancer, on va voir, c'est important, la biologie, et puis les PSA. Alors, il faut savoir que ça fait match nul en ce qui concerne le nombre de cancers et la mortalité, et donc la survie. Et cette étude, qui est très récente, une méta-analyse, a repris tout ce qui avait été fait dans la littérature sur la différence entre un bilan exhaustif et un bilan beaucoup moins exhaustif. Voilà, il n'y a aucune différence significative de survie n'a été détectée pour aucun des cas analysés de ce groupe. Alors, la MTEV non provoquée, la recherche de cancer, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, un examen clinique complet. Il n'y a pas de facteur déclenchant réel, ça c'est important. Recherche de symptômes péjoratifs, perte de poids, hémorragie récente, atteinte gastro-intestinale, tabac. Examen physique complet, y compris avec les touchés pelviens, palpation des seins. La biologie complète, numération formule, plaquettes, au niveau hépatique, rajouter la calcémie, une hypercalcémie peut être un facteur qui oriente vers un cancer, le fibrinologère, les analyses d'urine, le PSA, etc. Donc ça, c'est facile à faire, ça ne coûte pas très cher. Ensuite, on peut aller plus loin. Si on a des arguments, on va actualiser les bilans du cancer. On a une patiente qui est face à vous, mais en fait qui n'a jamais fait de mammographie. C'est pas stupide ce que je dis, parce que vous allez voir les chiffres, c'est assez impressionnant. Donc on fait une mammographie. Le scanner thoraco-abdominopelvien ou le TEP scan, certainement pas automatiquement, il faut avoir des bons arguments. Et puis les marqueurs tumoraux éventuellement. Score de probabilité du risque de cancer a été développé par IET, donc vous voyez que plutôt chez l'homme, qui a plus de 70 ans, qui a une affection pulmonaire chronique, moi j'ai rajouté le tabac, les plaquettes, la MTEV post-op, les antécédents, et donc vous voyez que si ce score est supérieur à 3, on retrouve à peu près 12% de cancer. En fait, la recherche, c'est qu'il y a vraiment, il faut le souligner, pas de facteur déclenchant, plutôt une MTEV proximale unilatérale, bilatérale ou distale bilatérale, screening clinique vraiment le plus complet possible, et puis les examens gynécologiques, PSA, tout ça on l'a vu. Le scanner basse énergie, détection du cancer du poumon, on en a parlé hier, c'est certainement important. Et puis la réalisation des tests de dépistage conseillés et non pratiqués. Alors voilà l'état de la France. Eh bien, en ce qui concerne la mammographie, il n'y a que 50% des femmes qui la font, donc il y en a 50% qui ne la font pas. Et si cette personne fait une thrombose proximale sans facteur déclenchant, il faut quand même y penser. Et puis la deuxième chose, c'est le dépistage du cancer du côlon, puisqu'on arrive à des chiffres extrêmement bas. Il n'y a qu'un homme sur 3 qui le fait. Donc ça ne veut pas dire que vous allez faire une coloscopie à tous les patients qui font une thrombose sans facteur déclenchant, mais néanmoins, vous allez faire des tests, éventuellement, voire aller plus loin, au cas par cas et en fonction de son hérédité. Donc il y a des papiers qui ont essayé de ressortir qu'est-ce qu'il y avait de plus important pour trouver un cancer. Donc l'âge, on l'a vu, ça multiplie le risque par 4. Si elle est idiopathique, ça multiplie le risque, vous voyez, par 3. Et puis c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, si on fait une approche très personnalisée, etc., qu'on tient compte de tout, quels sont les éléments qui sont les plus pertinents? Donc l'âge, on l'a vu, les antécédents de maladies thromboemboliques, notamment y compris dans la famille, mais antécédents personnels, et puis le tabac. Alors en pratique, le mode de présentation de la MTEV doit faire penser au cancer chez des sujets de plus de 50 ans, et ça passe par un screening clinique et pas un scanner thoraco-abdominopelvien systématique. Dans certains cas, on ira jusqu'au TEP scan, mais c'est quand même voilà, des choses nouvelles.
Alors moi j'appelle ça, c'est pas moi, l'hémorragie salvatrice. Ça a été décrit par mon patron de médecine interne à Grenoble en 1977, vous voyez que c'est vieux, Yves Mazaret. Et ça a été repris récemment dans un article où Victor Aboyan était un des auteurs, dans Circulation, qui est paru il y a 2-3 jours, en reprenant la population de Compass. Eh bien, on voit que les patients qui prenaient du rivaroxaban 2,5 2 fois par jour plus de l'aspirine, quand ils faisaient une hémorragie, on retrouvait beaucoup plus de cancers gastro-intestinaux. Ça multiplie le risque par 20, mais y compris des cancers urothéliaux. Donc, quelqu'un qui saigne de manière anormale, qu'il n'y a pas de raison a priori, qu'ils prennent un antiplaquettaire, un anticoagulant quel qu'il soit, il faut penser au cancer. La deuxième chose, ne jamais oublier le second cancer. Parce que souvent, les patients vous disent « oui, effectivement, j'ai eu un cancer du côlon, il y a 3 ans, j'ai été opéré, traité, tout va bien ». Et là, il fait une phlébite. Et puis, alors vous allez dire on va le renvoyer à l'équipe qui le suivait. Il dit « mais c'est déjà fait, là, j'ai fait mes examens il y a 3 mois ». Et pensez au deuxième cancer, donc cette étude est très démonstrative. Voilà les cancers les plus connus qu'on trouve en tant que deuxième cancer, à l'origine notamment d'une MTEV, cancer du poumon, cancer colorectal, cancer de la prostate, cancer de la vésicule. Alors, les recommandations MTEV Intersociété ont parlé de ça, donc qu'est-ce qu'elles disent? Recherche d'un cancer occulte au décours d'une EP ou une TVP chez les patients présentant un épisode de MTEV provoqué par un facteur de risque transitoire majeur. Il est recommandé de ne pas faire de recherche systématique d'un cancer occulte. Ensuite, chez les patients présentant un premier épisode non provoqué de MTEV, il est recommandé d'effectuer un examen attentif, radiographie du thorax, voire un scanner si il y a une embolie pulmonaire, bien sûr, une numération formule, la calcémie, et de mettre à jour les dépistages, c'est ce que je viens vous dire. Et puis, si on va rechercher d'autres marqueurs, eh bien, quelqu'un qui a une activité physique régulière, on sait qu'il a une réduction du risque de cancer de 40%. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rechercher de cancer chez lui, mais plutôt on va rechercher un cancer des patients qui ont une pathologie cardiovasculaire, qui sont diabétiques, qui ont une insuffisance rénale ou qui ont déjà un problème pulmonaire. Alors demain, il y aura peut-être la biopsie liquide, donc une prise de sang, et on va vous trouver votre cancer, c'est pas encore le cas. Donc être ou ne pas être à la recherche d'un cancer, être toujours, impact pronostic et thérapeutique, aujourd'hui modérément tenir compte de l'anamnèse de la clinique, des examens courants, le dépistage recommandé, peut-être et parfois passionnément le TEP-scan. Et bien sûr, tout ça, il faut quand même que ça modifie la courbe de survie. Alors voilà la solution. Regardez bien, c'est magnifique, ça devrait marcher. Voilà. Donc vous ouvrez les pages. Et puis qu'est-ce que vous faites apparaître? Première chose, Hippocrate, parce que c'est de la médecine hippocratique de rechercher un cancer chez un patient qui a fait une MTEV non provoquée. Et la deuxième chose, le bon sens a de l'avenir. Je vous remercie. Merci Jean-Pierre pour cette démonstration. Avez-vous des questions? Alors, Pardon. Merci. Je voulais simplement savoir la place des marqueurs tumoraux spécifiques, sauf le PSA évidemment. Le seul qui est recommandé, c'est les PSA chez l'homme. Dans certaines études, ils recommandent chez la femme le CA125, mais ce n'est pas systématique, ça dépend des antécédents, etc. Mais quand dans les études qui ont fait un bilan exhaustif, ils faisaient tous les marqueurs. Ça pas... Alors, pour ce qui concerne les marqueurs, il faut savoir que, de façon générale, les marqueurs tumoraux ne sont pas des bons examens de diagnostic des cancers, en dehors peut-être du cancer de la prostate. Donc c'est pour ça qu'on recommande surtout le PSA. La question que je voulais vous poser, c'est qu'on a des recommandations précises, mais dans la vie courante, quand un patient se présente avec une thrombose veineuse sans facteur déclenchant, est-ce que spontanément on ne va pas avoir l'idée quand même du risque du cancer, et est-ce que systématiquement on ne va pas déclencher une exploration assez précise, au moins jusqu'à un scanner corps entier? Moi, c'est une question que je pense, je n'ai pas cette expérience, puisque personnellement, moi je reçois après les diagnostics, mais la question c'est, les recommandations, c'est d'être un peu attentiste après un bon examen, mais est-ce que face à l'inquiétude, au doute, on ne va pas quand même pousser les examens? Alors,
quelqu'un qui fait... Alors d'abord, il y a l'âge, on ne va pas faire ça chez quelqu'un de 30 ans, 40 ans, c'est à partir de 50 ans, en cas de thrombose non provoquée, on y pense. Bien sûr qu'on y pense tout de suite. On a le patient en face de soi, on y pense. Donc on regarde bien la tête qu'il a, etc. On l'interroge. Alors après, il y a des études qui ont fait des scanners systématiques. Ils n'ont pas trouvé vraiment beaucoup plus de cancer et surtout, la durée de vie n'a pas été allongée. Ça, c'est le point le plus important. Alors, dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passe ? Dans la vraie vie, c'est simple, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de médecins, mais toutes spécialités confondues, qui font un scanner thoraco-abdominopelvien systématique. Et si, ça se fait toujours. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Et puis, il faut expliquer aussi aux patients pourquoi vous faites ça. Parce que, autant le patient, il sait qu'une phlébite, TVP, il ne sait pas trop ce que c'est, mais il sait qu'une phlébite, c'est dangereux et qu'on peut mourir parce qu'il y a l'embolie pulmonaire. Mais il ne fait pas la relation avec le cancer. Il y a eu une enquête qui a été faite à l'occasion du World Thrombosis Day. Ils ont posé la question sur les facteurs de risque. Et on demandait aux personnes, dans la rue, comme ça, sur des milliers de personnes, c'était au Canada, aux États-Unis, début octobre. Donc ils parlaient des facteurs de risque. Alors, première question, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une thrombose veineuse profonde ? 30% ont dit oui. Quand ils parlaient phlébite, un peu plus. Mais surtout, après, ils ont parlé du cancer. Est-ce que vous pensez que le cancer, c'est un facteur de risque de thrombose ? 12% ont répondu oui. Ça a été publié il n'y a pas très longtemps. Et parce que les gens ne font pas la relation. S'ils faisaient directement la relation, on serait un peu plus en difficulté. Alors, c'est pas qu'on a une étude attentiste, on fait des examens, mais aujourd'hui, je sais pas, on va demander l'avis à... Hélène veut poser la question. Moi, je réagis à ces recommandations et quand j'enseigne, je dis la même chose que toi. J'aurais présenté ce travail et je dis, quand on me dit est-ce qu'il faut faire un scanner, je dis non, pas, s'il n'y a pas de cause. La même chose. Ceci étant dit, je pense que c'est stupide parce que ces recommandations, elles tiennent premièrement pas compte des données récentes de la littérature, d'une certaine façon, s'appuient sur des choses qui n'ont pas montré. Mais si, pour tout, mais qui n'ont pas montré sur l'impact sur la survie de détecter, parce que faire une radio du poumon, par exemple, pour chercher un cancer du poumon, il ne faut faire rien. Ça ne sert à rien. Le scanner, ouais. Oui, mais en fait... Voilà, mais dans les recommandations, c'est écrit l'examen clinique pour le sein et la prostate. Moi, je suis une femme, les trucs qu'on va détecter à l'examen clinique, ce sont déjà des formes assez avancées, donc ça n'aura peut-être pas d'impact sur la mortalité. C'est important de se donner bonne conscience, parce que le type, il a passé, ou la patiente a passé une semaine dans un lit d'hôpital, elle a une embolie pulmonaire, un truc, et personne l'a examiné, on lui retrouve un cancer après. Non, mais c'est pas sympa, donc il faut quand même dire qu'on le fait ça. Non. Mais je ne suis pas sûre qu'on ait montré qu'il y avait un impact à rechercher quelque chose sur la survie. Si, justement. Alors, les recommandations que j'ai notées, elles ont 3 mois. Ce n'est pas des recommandations d'il y a 10 ans. Et donc, j'ai un avocat dans la salle, maître Patrick Mismetti, va te répondre sur la qualité des dernières études. Mais j'ai pas dit ça. J'ai dit que celle qui devait faire le dépistage le fasse à l'occasion, justement, de cette phlébite. Eh oui. On tient compte de toute la littérature dans ces recommandations. Une chose fondamentale, c'est que toutes ces études-là et les recommandations intègrent le fait que le patient va être suivi à 6 mois ou à 1 an. Bien sûr. Et en fait, ne pas faire de bilan systématique, il y a comme corollaire que le patient est revu cliniquement 6 mois à 1 an après par le même clinicien ou la même équipe. Et entre 6 mois et 1 an, on a le suivi de ces patients-là. Et s'il y avait cancer, on le verra à ce moment-là. La deuxième chose, c'est que toutes les indications de mammographie, de coloscopie qu'on a dans la population générale, elles s'appliquent à ces patients-là. Donc quelqu'un qui a un risque de cancer du sein, parce qu'il y a des antécédents familiaux, doit avoir sa mammographie. Mais s'il n'y a pas ce contexte-là, il n'y a pas de justification à le faire parce que la rentabilité n'est pas bonne. On est quand même aujourd'hui dans une ambiance de juste prescription des examens et on a montré qu'il n'y avait aucun impact sur la découverte du cancer, la précocité et la survie. Quand on prend en charge une thrombose veineuse profonde, on la voit à J0, après on la suit. Pas pour faire des échodoppler itératifs qui servent à rien, mais on est médecin. Donc on la suit sur la qualité de son traitement anticoagulant, s'il est suivi, mais ce qui se passe aussi.
Donc on les voit régulièrement, au moins pendant 6 mois, 1 an, puis après éventuellement tous les ans suivant le type. C'est sûr que si pendant le traitement il y a une récidive, là on sait ce qu'il faut faire. Excusez-moi, mais le débat est lancé, mais il va continuer. On va passer à l'orateur suivant.